Chers amis, avant que nous commencions cette entrevue, je vous invite évidemment à aimer, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne. C'est très précieux. Mille merci et très bonne entrevue. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Nous sommes aujourd'hui avec Alice Van Hoy et nous allons nous intéresser à la question de l'alimentation, de la nutrition et plus largement, je dirais, au bien-être pour s'alimenter de la meilleure façon. Alors, Alice Van Hoy est naturopathe holistique, chef de cuisine et aussi photographe culinaire. Donc, chère Alice, mille merci d'avoir accepté mon invitation. Un immense merci à vous, Xavier. C'est un grand plaisir d'être là. Alors, on a beaucoup discuté hors antenne afin de préparer cette émission parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Un épisode sera visiblement trop court, donc on va en faire plusieurs. Donc ça, je me réjouis vraiment. D'abord, peut-être, pourriez-vous définir votre métier, votre profession de naturopathe holistique? Parce que c'est vrai que ça paraît un petit peu, nouveau. En tout cas, moi, c'est la première fois que je l'entends. Donc peut-être quelques définitions par rapport à votre métier, seraient vraiment bienvenues. Avec grand plaisir. Pour définir le métier de naturopathe de la manière la plus simple et accessible, on pourrait dire que le naturopathe est un éducateur de santé. C'est-à-dire que c'est un praticien de santé qui va venir accompagner les individus à se réapproprier finalement leur pleine santé. Et pourquoi holistique? C'est parce qu'on a une approche globale de l'individu. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'attarder juste au corps physique, mais on va aussi s'attarder aux pensées, aux émotions, à la psychologie de l'individu, à la santé de l'âme aussi. Tout ça, c'est ce qu'on peut qualifier une approche holistique. On se concentre vraiment sur la prise en charge globale de l'individu et de considérer l'individu sur tous les plans de son être. Et c'est d'ailleurs ce qui permet à un individu d'être en pleine santé, c'est lorsqu'il est en santé sur tous les plans de son être. Si on n'a que la santé du corps physique, mais qu'on n'a pas la santé émotionnelle, etc., on ne peut pas être pleinement en santé. Donc, le naturopathe, c'est un praticien de santé qui va venir accompagner la personne dans le rééquilibrage de son hygiène de vie. Donc, ça va passer par le rééquilibrage de ses habitudes alimentaires, par aussi des outils qui vont lui permettre de réguler le stress qu'il peut traverser au quotidien, des outils qui vont lui permettre aussi de mieux dormir, de mieux récupérer, de vraiment se connaître aussi, parce que, encore une fois, le naturopathe va donner des clés. Après, c'est à la personne d'ouvrir la porte ou non, c'est-à-dire qu'on va semer des graines. Et après, il y a une vraie responsabilité vis-à-vis du consultant de saisir toutes ces informations qui lui sont transmises pour vraiment être acteur au quotidien et agir dans le sens de la vie et de la pleine santé. Donc voilà, c'est vraiment de venir accompagner l'être humain sur tous les plans de son être pour avoir une pleine santé à tout niveau. J'espère que cette définition est assez claire. Oui, oui. Alors haltérophilo est mon pseudonyme et puis en dessous, là, j'avais mis mens sana in corpore sane, c'est-à-dire un esprit sain dans un corps sain et en effet, on a tendance très souvent à décorréler cela de plus en plus, hein, je trouve. C'est-à-dire, pour être brillant, il ne faut pas, être en bonne santé et puis, dès le moment, où on est en bonne santé, forcément, on est limité intellectuellement. En tout cas, c'est comme ça que c'est souvent présenté dans les médias. Alors, peut-être un rappeler aussi, parce que vous avez cité dans une précédente émission avec, avec Laetitia, pardon, de NTD France, que l'on salue, Hippocrate, sur le fait que nous sommes ce que nous mangeons, mais aussi ce que nous pensons. Ce qui rejoint aussi un esprit sain dans un corps sain. Est-ce que vous pouvez peut-être un petit peu aussi développer cette idée, parce qu'il semblerait aussi que notre époque tend à nous abrutir, aussi à travers la nourriture?
Absolument, absolument. Là, vous nommez quelque chose de fondamental et comme le disait en effet Hippocrate, père de la médecine, que ton aliment soit ton médicament. Et entre autres, on peut dire que nous sommes ce que nous mangeons et nous sommes aussi ce que nous pensons, comme vous l'avez nommé très justement. Et tout ce que l'on va ingérer, tout ce que l'on va mettre dans notre corps, à rappeler que notre corps est aussi le temple du Saint-Esprit, hein, c'est-à-dire que c'est un sanctuaire. Donc on est incarné dans la matière, mais on a aussi un esprit, une âme qui sont à choyer et tout est interconnecté. Et la nourriture que l'on va ingérer va à la fois impacter l'état de notre corps physique, mais va aussi avoir un impact énorme sur la qualité de nos pensées, notre comportement, notre vision de la vie. Et c'est pour ça, comme vous le nommez très justement, il y a une vraie guerre qui se joue dans l'assiette, parce qu'à partir du moment où on prend conscience du pouvoir de l'alimentation et de l'impact que ça a sur l'individu dans sa globalité, on se rend bien compte qu'en fait, un être humain peut vite être altéré dans toutes ses capacités avec une alimentation qui n'est pas du tout adaptée à ses besoins physiologiques. Et donc, ça devient une arme de guerre, l'alimentation, encore une fois. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui va se nourrir d'aliments qui sont complètement frelatés, qui s'éloignent complètement de la vérité, parce qu'on en revient aussi à ce principe de vérité, c'est de mettre du vrai dans son assiette, du beau, du sain. Donc, c'est de revenir à la création divine originelle, hein, c'est-à-dire que les choses ont été créées à la perfection. Et à partir du moment où les choses sont frelatées, où le mensonge se retrouve aussi dans l'assiette, et ben forcément, la personne qui va se nourrir de manière inappropriée va avoir une santé physique altérée, donc c'est-à-dire qu'elle va être limitée dans son plein potentiel physique, mais également ça va se répercuter sur son état d'esprit, la qualité de ses pensées, la manière dont elle va voir le monde, la manière dont elle va se positionner aussi dans le monde, c'est-à-dire que ça peut impacter la notion de lucidité. Quelqu'un qui mange des aliments très encrassants, inapproprié à sa physiologie, au bout d'un moment, ça va encrasser son système digestif, ça va venir altérer tout un tas de fonctions métaboliques qui font qu'en fait, cette personne ne va pas être en pleine possession de ses moyens. Et donc, elle va être aussi beaucoup plus manipulable, vulnérable et peut-être aussi, comment dire, avec un état d'esprit beaucoup plus encrassé, donc pas apte à discerner le vrai du faux. Et donc, voilà, c'est pour dire à quel point l'alimentation va jouer un rôle fondamental. Et on se rend bien compte aussi qu'il y a de nombreuses pathologies d'ordre psychologique, hein, des psychoses, qui sont liées à un état physique complètement dégradé, un intestin encrassé, des glandes endocrines complètement malmenées. Et en fait, ça va venir se répercuter sur la psychologie de l'individu et créer des troubles qui sont parfois très, très sévères. Donc, c'est là où on mesure toute l'importance de bien se nourrir et qu'on se rend bien compte que à la fois ce qu'on ingère va venir nous impacter sur le plan physique et sur le plan des pensées, mais d'un autre côté aussi, j'ai envie de préciser cette nuance, c'est-à-dire que quelqu'un qui se nourrit de manière irréprochable, c'est-à-dire qui fait les meilleurs choix en accord avec la saisonnalité, en accord avec sa physiologie, etc., mais qui nourrit en parallèle des pensées négatives et qui se blinde de BFM TV, par exemple, à longueur de journée, et ben la nourriture qu'elle va ingérer, aussi belle et bénéfique soit-elle, ne va pas lui profiter pleinement, parce qu'à côté de ça, elle ne va pas nourrir son esprit de manière positive et féconde. Et donc ça, c'est vraiment très important aussi de voir que tout est interconnecté. Et c'est toute la beauté finalement de la création divine et de l'être que nous sommes, c'est que tout est interconnecté. Et c'est pour ça que c'est très, très important d'être précautionneux, de bien choyer tous les plans de son être. Alors, cette métaphore est en tout cas intéressante, celle de l'abrutissement, parce qu'en effet, il y a l'abrutissement à travers les médias, à travers BFM TV et autres, hein, on ne va pas tous les citer parce qu'ils sont très nombreux. Et l'abrutissement aussi au niveau de l'alimentation, puisqu'on sait de moins en moins s'alimenter, alors que c'est quand même la chose la plus basique, mais qui semble tellement difficile de nos jours. Alors j'ai envie de me faire un petit peu l'avocat du diable, parce que on pourrait vous répondre que notamment les gouvernements ont mis en place ce qu'on appelle le Nutri-Score, c'est-à-dire un score sur les emballages qui permettrait, en tout cas, de sensibiliser le consommateur à ce qu'il peut manger, doit manger ou même devrait manger. Et puis,
Autre point d'ailleurs qui est bon, ça c'est évidemment, je pense que mes auditeurs reconnaîtront un petit peu ce trait, mais sous les publicités, c'est toujours noté en très petit sur un bandeau: «Manger 5 fruits et légumes par jour». D'ailleurs, c'est tout à fait l symptomatique de notre époque parce que c'est marqué: «Manger 5 fruits et légumes par jour», en dessous, par exemple, d'une publicité sur des biscuits extrêmement mauvais, par exemple, ou du McDonald's. Donc c'est vraiment on se moque du monde. Mais que répondre par rapport à cela? C'est-à-dire, le Nutri-Score, les 5 fruits et légumes par jour et malgré tout, cette volonté en tout cas de vouloir sensibiliser le public à une alimentation saine. Alors, je vais répondre point par point. Alors, le Nutri-Score, pour moi, c'est un vague murmure, c'est-à-dire que j'ai jamais creusé la question du Nutri-Score parce que pour moi, ça m'apparaît complètement obsolète. Et pour en avoir entendu quelques échos, par exemple, on peut voir il me semble que sur le Nutri-Score, l'huile d'olive est très mal notée. Et à côté de ça, vous avez un biscuit hyper industriel mais dit diététique avec de l'aspartame, etc., qui est le top du Nutri-Score. Donc en fait, c'est très galvaudé comme information. Je pense, encore une fois, sans vouloir faire des suppositions mal placées, mais qu'il y a aussi énormément d'intérêt derrière et certainement des financements particuliers de la part de certaines marques qui permettent de mieux placer leurs produits sur l'échelle du Nutri-Score. Donc voilà. Mais en tout cas, à mes yeux, ça n'est absolument pas un outil de référence. C'est-à-dire que ça fait partie, encore une fois, de tout le modernisme, de noter les aliments, etc. En fait, dans l'alimentation, c'est de faire appel au bon sens. C'est, encore une fois, à partir du moment où on se rapproche de la source, de ce qui est originel, de ce qui est vrai, et la notion d'authenticité, elle est fondamentale dans l'art de bien se nourrir. C'est d'aller chercher la vérité, aller chercher la vérité partout dans sa vie, dans son assiette, dans son quotidien, dans ce qu'on écoute, dans ce qu'on regarde. C'est toujours d'être en quête de vérité et d'authenticité. Et à partir du moment où on fait ce choix d'aller chercher la vérité, on n'a pas besoin d'être diverti par tout un tas d'applications qui viennent finalement erroner notre perception des choses et nous faire croire que telle chose est meilleure qu'une autre chose. C'est de revenir un petit peu à la base, au fondement originel, de suivre aussi les bons principes qu'avaient nos grands-parents, nos ancêtres, qui étaient très loin d'avoir des applications type Nutri-Score, etc., mais qui avaient le bon sens de cultiver la terre, de respecter les saisons, d'être au contact de la nature au quotidien, de voir. Enfin, moi, je sais que mon grand-père a toujours fait son potager et en fait, il avait un amour et une écoute du vivant qui était exceptionnel. Et tout ça, c'est très fertile, c'est très fécond, ça va dans le sens de la vie. Et c'est ça le bon sens. Et à partir du moment où on est dans le vrai, qu'on cultive son potager, qu'on s'approvisionne auprès de petits producteurs qui ont à cœur de rester dans des produits qualitatifs, de produire du beau et du vrai, on ne peut pas se tromper. Et donc, toutes ces applications qui vont noter des produits ultra industrialisés, pour moi, ça ne fait aucun sens. C'est vraiment, j'ai envie de dire, même c'est à fuir parce que ça induit le consommateur en erreur. Et je pense qu'il y en a plein qui vont, à cause de ces applications, se bourrer de gâteaux soi-disant diététiques, de galettes de riz soufflées, de produits qui sont absolument pas physiologiques parce que ça a été noté avec une note excellente sur des applications qui sont souvent frelatées, en fait. Donc, je mettrai un gros caractère de prudence. Je pense qu'il y a une grosse rééducation à faire à ce niveau-là, que beaucoup de gens sont perdus par rapport à l'alimentation, mais complètement. Ça, c'est un constat qu'on peut faire aujourd'hui, malheureusement, c'est qu'énormément de gens ne savent plus comment se nourrir. Ils ont perdu la notion de boussole intérieure. Et ça, c'est une notion fondamentale, c'est-à-dire qu'il n'y a personne de mieux placé que nous-mêmes qui sachons ce qui est bon pour nous, quoi. Donc en fait, on est dans un monde où voilà, le divertissement prime, où en fait les individus sont là à glaner des informations à droite, à gauche pour essayer de comprendre ce qui leur correspond le mieux, alors que la base, c'est de s'écouter, d'être profondément à l'écoute de soi, de voir comment réagit son corps et de se retourner vers des produits qui sont vraiment originels, de qualité. Et ça, c'est le bon sens, en fait. C'est d'aller sur les marchés, d'aller chez les petits producteurs. Le plus grand luxe aujourd'hui, c'est de cultiver son propre jardin. Et puis voilà, d'être vraiment aussi très, très à l'écoute des signaux que notre corps va nous envoyer. Donc, ça, c'est...
Pardon. Non, non, je vous en prie, terminez, si vous vouliez en Non, non, compléter. mais ça, c'était pour rebondir sur cette application Nutri-Score qui, je pense, crée plus de troubles que ça n'apporte la clarté. Oui, puis il semblerait aussi que plus l'alimentation est malsaine, plus l'alimentation est transformée, et donc plus il faut justifier par des Nutri-Score, par des 5 fruits et légumes, etc. Alors que fondamentalement, en effet, il y a quelques années, il y a peut-être 20, 30, 40 ans, où vous évoquiez vos grands-parents, ou les grands-parents en manière générale, en effet, n'avaient pas du tout cela. Alors maintenant, j'aimerais qu'on vienne sur un point qui est la notion d'individualisation, pardon. Chérir sa singularité. Et en effet, il y a tellement de parallèles aussi à faire par rapport à cela. Les gens mangent de manière générale les mêmes produits, les mêmes aliments, s'habillent la même chose, pensent la même chose. Enfin, il y a vraiment une uniformisation de tout. Et l'alimentation n'y échappe pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur cette notion d'individualisation et peut-être sur l'importance de comprendre comment son corps fonctionne et ce qu'il faudrait manger pour bien se nourrir? Ben, merci de poser cette question parce elle est très importante. En effet, la notion d'individualisation, elle est fondamentale, surtout dans l'approche holistique que propose la naturopathie, parce elle met bien en lumière que nous sommes tous uniques. Et donc, nous avons tous des besoins qui sont singuliers. Et on peut pas, par exemple, quelque chose qui est bon pour vous, Xavier, ne sera pas forcément bon pour moi. Et c'est toute l'importance de choyer cette singularité, et c'est extrêmement précieux d'en avoir conscience à une époque où, ben voilà, on vend des régimes miracles, des modes, des modes alimentaires que tout le monde devrait suivre à la lettre. Ça, c'est une hérésie parce qu'en fait, nous avons tous encore une fois notre unicité. Et cette singularité, elle est vraiment importante à choyer pour être en pleine santé. Si on commence à s'approprier des principes qui ne sont pas du tout adaptés à notre physiologie, et ben en fait, on va complètement se nuire et dégrader notre santé. Donc voilà, c'est vraiment important de considérer que ben on a tous une histoire qui nous est propre. On n'est pas arrivés tous de la même manière au monde, on n'a pas tous été allaités, on n'a pas tous eu le même parcours de santé, on n'a pas tous grandi dans les mêmes environnements et bénéficié des mêmes soins. Et donc forcément, en fonction de tous ces facteurs, de tous ces éléments, et ben on développe une singularité, un terrain qui nous est propre, qui nous est unique, tout comme la qualité de notre biotope, de notre flore intestinale, etc. va nous être propre. Et donc, c'est très, très important de conscientiser que nos besoins ne sont pas forcément ceux du voisin et que, en fonction de notre hygiène de vie au quotidien, de la dépense énergétique qu'on a, du sexe aussi, hein, entre les hommes et les femmes, on va pas avoir les mêmes besoins fondamentaux. Et ça, c'est très important de prendre conscience de ça et de pas tomber dans le piège de l'uniformisation générale de la population où tout le monde est mis dans le même panier et tout le monde doit fonctionner de la même manière parce que ça, ça mène à la déperdition quelque part. C'est-à-dire qu'on s'éloigne complètement de notre libre arbitre aussi. Et le problème de suivre quelque part des tendances comme ça nous éloigne encore une fois de ce qu'on nommait cette boussole intérieure qui va nous indiquer si on est ou pas sur le bon chemin. Et là, il y a toute une rééducation à faire parce qu'on se rend bien compte aussi aujourd'hui que beaucoup de gens sont complètement déconnectés de leur corps physique. C'est-à-dire que l'acte de se nourrir est presque un réflexe de remplissage. Donc en fait, voilà, il est midi, on va manger parce que l'heure sonne et donc c'est l'heure de passer à table. Non, en fait, se nourrir, c'est un acte sacré. Quand on se nourrit, on n'est pas en train de se remplir, on est en train d'informer la moindre de nos cellules. Donc c'est aussi vraiment là toute une information qu'on va transmettre au corps. C'est très important d'être conscient de ça, que tout ce qu'on est en train d'ingérer va nous impacter sur tous les plans. Et donc c'est très important d'être à l'écoute de ces ressentis. Beaucoup de gens aujourd'hui ont perdu l'appétit et la sensation de satiété. Donc, il y a aussi toute une rééducation à faire à ce niveau-là parce que beaucoup de gens mangent derrière les écrans, mangent en étant constamment dans le divertissement, sur le téléphone, etc. Ce qui fait que, en fait, elles vont plus du tout être à l'écoute des signaux du corps. Elles vont pas prendre le temps de mâcher. Elles vont être dans un acte plutôt mécanique que conscient.
Et ça, c'est problématique aussi, parce qu'en fait, elles vont parfois ingérer des choses qui leur conviennent pas du tout, mais étant donné qu'elles ont plus cette écoute du corps, elles vont même pas conscientiser que ça ne leur convient pas. Et puis beaucoup de gens aussi, ça c'est un point à relever, aujourd'hui vivent avec des douleurs chroniques qu'ils vont qualifier de normales. Il y a certaines personnes, quand vous les écoutez, elles vont dire oui, mais moi j'ai toujours mal au ventre, mais c'est de famille. Mais non, mais c'est pas normal d'avoir toujours mal au ventre, en fait. C'est-à-dire que le corps envoie des signaux qu'on appelle des symptômes, qui sont vraiment à considérer avec une importance, une haute importance, parce que c'est le corps qui est en train d'envoyer des petits signaux d'alerte en disant là, ça va pas, je suis en train de te prévenir que là, il y a quelque chose qui va pas. Et si on fait l'autruche, si on se dit bah non, mais c'est bon, ça va passer, dans ma famille, voilà, il y en a beaucoup qui ont des bonnes ventres, etc. Sauf que là, on banalise quelque chose qui n'est pas normal. Beaucoup de gens vivent avec des douleurs qu'ils vont banaliser en se disant, bah non, voilà, quand je mange ça, je ballonne toujours, mais bon, c'est comme ça, je ne vais pas me poser plus de questions que ça. Et ça, c'est problématique aussi. Et c'est là où vraiment chaque individu gagnerait énormément à écouter profondément son corps et à conscientiser le fait que lorsque le corps envoie un signal, ça peut être un maux de tête, ça peut être une éruption cutanée, ça peut être un trouble digestif, c'est tout un tas de signaux que le corps envoie pour dire attention, là il y a quelque chose qui ne va pas. Et soit on choisit d'honorer ce signal en disant ok, je vais voir ce que je peux modifier dans mon hygiène de vie pour retrouver le plein équilibre, ou soit on continue et après le corps va crier d'autant plus fort. Et je prends souvent cet exemple d'une voiture que vous conduisez. Vous pouvez avoir un jour un voyant qui s'allume sur le tableau de bord, vous disant par exemple qu'il n'y a plus assez d'huile moteur. Vous avez deux choix, soit vous vous dites bon, je vais gérer la problématique, je vais remettre de l'huile moteur, soit vous vous dites, vous mettez un petit sparadrap sur le voyant, puis vous continuez à rouler en vous disant oui, bon, ça va, je le vois plus maintenant. J'ai caché un petit peu le voyant, je peux continuer à rouler. Jusqu'au jour où la voiture, elle va s'arrêter en fait. Elle va s'arrêter parce qu'elle aura envoyé un signal en disant j'ai besoin d'attention et j'ai besoin d'attention à ce niveau-là. Et si on n'écoute pas, si on n'honore pas ces signaux-là qui sont vitaux, et à un moment donné, on en paye le prix fort. Il y a aussi des enjeux malgré tout sur le fait que quelle serait la solution pour une personne qui aurait justement, par exemple, des ballonnements à cause de son alimentation. Parce que où je veux en venir, c'est qu'il y a aussi une alimentation et des enjeux qui font que l'alimentation rend malade aussi, ou respectivement une mauvaise alimentation. Et donc, elle redirige où? Très souvent vers les médicaments et le pharma. Donc, c'est aussi ce cercle malheureux et vertueux pour d'autres et malheureux pour nous, je pense. Alors, quelle serait peut-être la solution pour rééquilibrer son alimentation et peut-être éviter d'avoir des ballonnements? C'est un exemple, mais ça peut être tout autre type de mots. Parce que je sais, je l'entends, voilà, dès que quelqu'un a un petit bobo, va prendre un dolospédiphone ou que sais-je encore pour en fait atténuer la douleur, alors que la réponse n'est pas là. Tout à fait. Et là, vous soulevez un point très important qui est assez délétère dans le monde dans lequel nous vivons, c'est que malheureusement, dans la plupart des cas, et j'ai pas envie de faire une grosse généralité parce que certains praticiens de santé sont très consciencieux et font leur travail de manière admirable, mais sinon la plupart du temps, on se retrouve avec des praticiens de santé qui vont avoir une approche anti-symptomatique, c'est-à-dire qu'on va faire taire le symptôme. Donc quelqu'un saigne, on met un pansement, ça saigne plus, basta, problème réglé. Sauf qu'on n'est pas remonté à la cause du problème, qui est pourquoi le saignement est arrivé. Et comme disait Hippocrate, père de la médecine, pour être un bon médecin, va chercher la cause de la cause de la cause et soigne-la. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'est pas dans une approche causaliste, à savoir qu'on va remonter à la racine du problème pour le solutionner de manière pérenne, on ne va faire que soulager le symptôme de manière ponctuelle, mais rien n'empêche que ça se réveille à nouveau d'ici quelques jours, voire quelques semaines, et de manière encore plus virulente, parce qu'en fait, on essaye juste d'étouffer un signal du corps en disant, bon ben voilà, la personne a mal à la tête, un Doliprane, le maux de tête passe. Oui, mais pourquoi il y a ce mal de crâne?
Pourquoi il y a cette migraine qui s'installe? Est-ce que c'est lié à une congestion hépatique? Est-ce que c'est lié à une somatisation parce que la personne en a clairement plein la tête de ce qu'elle vit au quotidien? Est-ce que c'est lié aux ondes électromagnétiques? Donc en fait, tant qu'on n'a pas analysé la racine du problème, on va faire avec tâtons des espèces de bidouillage pour essayer de faire taire un symptôme. Mais c'est pas comme ça que ça marche en fait la santé. Et encore une fois, quand on comprend que le corps nous fait passer des signaux fondamentaux pour retrouver la pleine santé, c'est très important de se dire, ah ben voilà, là j'ai tel symptôme qui se manifeste, qu'est-ce que j'ai vécu ces derniers jours qui pourrait expliquer cette apparition? Est-ce que j'ai mangé quelque chose qui ne me convenait pas, qui fait que mon corps ben là, somatise? Est-ce que j'ai vécu de vives émotions qui font que ben voilà, mon système digestif en a pris un coup, parce qu'encore une fois, la langue française parle d'elle-même. Hein, quand on dit j'ai du mal à digérer cet événement-là, ou ça m'écœure, ou ça me reste sur l'estomac, ou ça me gonfle. Vous parliez des ballonnements. Cette situation me gonfle. Et ben, quand vous vivez une situation qui vous gonfle, au sens figuré, ça peut aussi se somatiser sur le plan physique. Et donc, les ballonnements peuvent être multifactoriels, c'est-à-dire qu'on peut avoir des ballonnements liés à de la fermentation ou de la putréfaction. On peut avoir des ballonnements liés à une somatisation par rapport à une situation de vie. On peut avoir des ballonnements liés parce qu'on a mal mastiqué ce qu'on allait ingérer. Donc, il peut y avoir plein de causes différentes. Et tant qu'on n'a pas trouvé la cause exacte, on ne peut pas solutionner le problème de manière efficace et de manière pérenne. Donc ça, c'est très, très important de le préciser. Et je rebondis sur votre question par rapport au choix alimentaire, comment bien se nourrir aujourd'hui. C'est vrai que c'est une vraie question, car la réalité est que l'on vit dans un monde de plus en plus pollué, qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas forcément, comme la qualité de l'air, tout ce qui est propagé dans le ciel, etc., et qui vient polluer les sols, ben ça, on n'a pas vraiment d'impact dessus. Par contre, en tant que consommateur, là où vraiment on est acteur et qu'on peut vraiment faire les choix de manière lucide, c'est, ben, comme on le disait tout à l'heure, en ayant le luxe de cultiver son jardin, si on en a la possibilité, et de s'approvisionner auprès de producteurs qui vendent des graines non hybridées, de légumes et de fruits, donc des graines qui n'ont pas été traficotées, qui n'ont pas subi de transformation. Et dans ce cas-là, là, on aura vraiment la production de son jardin qui sera exceptionnelle, ou de se rapprocher de personnes qui ont ces valeurs-là aussi et qui ont à cœur de proposer des produits de qualité. Après, voilà, il y a une réalité, et ça, je pense que c'est important qu'on en parle, de tous les indésirables qui se retrouvent dans l'assiette et qui viennent impacter grandement la santé des individus. Et parmi ces indésirables, on peut répertorier énormément de choses, comme déjà les pesticides qui sont vraiment un fléau, une catastrophe. C'est-à-dire que ça va créer des lésions très, très importantes au niveau physiologique. Ça va impacter la qualité de la flore intestinale. Ça va grandement impacter aussi l'immunité. Ça fragilise l'individu sur de nombreux plans. Et ça, c'est dramatique parce que, encore une fois, voilà, les pesticides se propagent aussi à travers les vents. L'air qui circule peut aussi transporter de très nombreux pesticides. Et donc, c'est pour ça que c'est important de se rediriger vers des personnes qui vont avoir à cœur dans leur pratique quotidienne de cultiver selon les principes de l'agriculture biologique ou biodynamique, et d'utiliser aucun pesticide dans leur méthode de production. Ça, c'est vraiment très important. Et ça demande aussi d'avoir un dialogue avec le producteur pour savoir exactement comment il travaille, quelles sont ses convictions, si c'est purement matériel ou si c'est vraiment des convictions de cœur, et si la personne fait ça avec toutes ses tripes parce qu'elle est intimement persuadée qu'il n'y a rien de plus précieux que la vie. Et dans ce cas-là, cette personne-là viendra choyer la vie dans son approche aussi de production. Et donc ça, c'est très, très important. Et c'est pour ça que le dialogue, le fait de rencontrer les différents producteurs, ça va être fondamental à une époque où, en fait, l'empoisonnement est très présent. Il y a tout un tas d'aliments qui sont empoisonnés aujourd'hui, malheureusement.
empoisonner de tout un tas de manières, mais ça, on peut tout à fait aborder tous ces points-là. Il y a tous les polluants, il y a aussi cette notion, ça c'est un point très très important qui commence à être mis en lumière aujourd'hui, c'est la question des parasites. Des parasites, ces hôtes indésirables que l'on retrouve dans certains aliments, et notamment dans les farines d'insectes qui ont été légalisées. Il faut savoir que c'est bourré de parasites, et c'est extrêmement délétère. En fait, les parasites, ce sont des hôtes indésirables qui vont venir se loger dans le tube digestif. Ils peuvent aussi se loger au niveau du cerveau, se loger à plein d'endroits dans le corps. Et en fait, quelqu'un qui est parasité n'est plus pleinement maître de lui-même. C'est-à-dire qu'il a des hôtes indésirables qui l'habitent et qui vont forcément déjà impacter ses fonctions métaboliques, parce que vous avez des parasites qui sont extrêmement délétères et qui vont par exemple se loger dans le foie. Vous avez par exemple la douve du foie, qui est un parasite plat qu'on retrouve dans le cresson, qui est issu de déjections bovines et qui parfois se retrouve dans certaines cultures, notamment du cresson, parce que le cresson il est irrigué par cette eau souillée par les déjections bovines. Et en fait, ça peut créer énormément de troubles au niveau de la sphère hépatobiliaire et sur toute la sphère digestive. Vous avez bien sûr le ténia que tout le monde connaît, qui lui aussi crée énormément de troubles. Vous avez les oxyures qui sont très présents chez les enfants, qui créent des démangeaisons anales très importantes, mais qui peuvent aussi être présents chez l'adulte. Il y a des cas d'oxyuriose très, très prononcés chez certains adultes qui sont complètement infestés, parasités. Donc ça, c'est aussi une grosse problématique. Vous avez les ascaris, qui sont des vers aussi très longs. Et pour donner un petit exemple, pour illustrer un peu mon propos sur l'impact que peuvent avoir les parasites sur le comportement, il y a une étude qui a été menée en laboratoire sur des rats qui étaient contaminés par la toxoplasmose. Donc, la toxoplasmose, c'est une parasitose on met grandement les femmes enceintes en alerte contre cette parasitose, parce que ça peut être extrêmement dangereux pour la femme enceinte. Mais donc, un rat qui est parasité par la toxoplasmose, en fait, il va avoir un comportement complètement modifié et il se jette de lui-même dans la gueule du chat. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a même plus conscience de l'ennemi. En fait, le parasite prend le pouvoir et lui fait perdre toute lucidité, si bien qu'en fait, il est complètement dépourvu de tout son bon sens, et il ne va même plus être apte à se défendre contre le danger et contre l'ennemi. Chers amis, petit intermède dans cette entrevue. Vous êtes nombreux, malheureusement, à ne pas être abonnés à la chaîne alors que vous visionnez du contenu qui visiblement vous intéresse. Donc je vous invite évidemment à aimer, à commenter, à partager et surtout à vous abonner pour permettre d'agrandir notre communauté et de renforcer le catholicisme sur YouTube. Mille merci et très bonne suite d'entrevue. J'ai vu une étude similaire et je pense qu'on pourra l'illustrer à l'écran, mais je crois que c'est un rat que l'on lance dans une baignoire. Le premier rat n'a pas consommé de sucre ni de petites cochonneries. Et en fait, comme évidemment le but de cette expérience est qu'il se noie, eh bien le rat qui n'a pas consommé du sucre se dirige directement vers la petite plateforme pour se sauver. Un deuxième rat est mis dans la même situation, sauf que celui-ci a consommé du sucre, sauf erreur, et des mauvaises matières grasses. Et en fait, il tourne en rond dans la baignoire et n'arrive pas à trouver la petite plateforme pour se sauver. Donc là aussi, il y a une désorientation et en fait, on voit que le rat est complètement perdu, hein, notamment à cause de son alimentation. Il y a tellement de points, on va revenir après encore sur les autres polluants indésirables. On a évoqué au début BFM TV, c'est un exemple, mais pour faire le pont ou le lien avec cela, il y a l'ambiance des repas. Et nous vivons dans une société aussi où nous sommes de plus en plus seuls, isolés, tant au niveau de nos convictions, mais tout simplement par rapport à la société qui est complètement morcelée, fragmentée. Et la plupart des gens aussi mangent devant des émissions, que ce soit sur leur téléphone, etc., pour soit éviter la solitude ou tout simplement avoir quelque chose dans les oreilles, si j'ose dire. Que ce soit positif ou pas, hein. Peut-être que quelqu'un nous écoute maintenant en train de manger son dîner, c'est tout à fait possible. Alors c'est le premier point, tout d'abord le danger des écrans dans l'ambiance de la table, dans le fait que le repas est un moment sacré.
le fait aussi que l'on ne récite plus son bénédicité avant de manger. Je crois que c'est Monseigneur Lefebvre qui disait qu'il n'y avait plus que les bêtes, donc les animaux, qui ne récitaient pas leur bénédicité. Et un autre point aussi, nous sommes dans la société de l'excès. Ce qui fait que les repas, l'ambiance que l'on évoque souvent, ce sont des... le terme sera peut-être un peu fort, mais voilà, on se remplit la panse à excès. Hein, on se fait des bouffes, hein, comme on les appelle de nos jours. C'est-à-dire que si l'on se réunit pour manger, c'est très souvent pour être dans l'excès, pour manger en quantité, pour picoler, hein, comme on dit aussi. Hein, pardon pour toutes ces familiarités. Mais comment peut-être retrouver cette ambiance de la table saine où, évidemment, il y a bénédicité, mais où peut-être on fait à manger, on prend le temps pour cela, on profite du repas, où on échange, où tout ne se passe pas dans le bruit et dans l'excès. Bah, c'est une excellente question et en effet, c'est très important de remettre l'art de la table au goût du jour et l'art de bien se nourrir et de prendre conscience que les repas, ce sont des moments privilégiés, précieux, où on se reconnecte les uns avec les autres, où on va se nourrir. Et j'aime beaucoup aussi sensibiliser les gens au fait que la belle nourriture qui est confectionnée avec des ingrédients de qualité, dans les bonnes conditions, avec un bel état d'esprit, je vois ça comme de l'amour comestible. C'est-à-dire que le fait de bien se nourrir, c'est une manière aussi de se donner de l'amour et également lorsqu'on aime quelqu'un, je pense qu'on le vit tous, hein, une personne qu'on aime, on aime lui faire à manger, on aime lui faire des bons plats. Et c'est vraiment de remettre aussi l'amour au cœur du repas, au cœur de la table, et que le repas soit une transmission d'amour, de bon sens, de vérité, parce qu'encore une fois, le but, ça va être aussi de mettre l'authenticité dans l'assiette et de mettre des belles choses dans l'assiette et de faire du repas, encore une fois, quelque chose d'extrêmement précieux et sacré, c'est-à-dire que lorsqu'on passe à table, c'est un moment à part, donc on n'a pas de distraction, on est présent les uns avec les autres, on va faire en effet le bénédicité pour remercier parce que c'est aussi un privilège immense que d'avoir à manger dans son assiette. Enfin, c'est aussi de se rendre compte de la grâce immense de pouvoir manger à sa faim. Et ça, c'est de considérer chaque jour, à chaque moment du repas, de remercier le bon Dieu pour cette belle nourriture, de bénir cette nourriture et de aussi s'émerveiller devant la beauté de ce qu'on a dans son assiette. Et c'est vraiment de remettre... c'est un art de vivre, en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans les foyers, certaines cuisines sont désertées et c'est malheureux parce qu'en fait, la cuisine, quelque part, c'est la pièce de vie d'une maison. C'est là où tout se joue. Dans la cuisine, c'est là où on va sélectionner les ingrédients, où on va colorer les tables, où on va ranger la vaisselle. Et donc, c'est de réinviter la vie dans la cuisine, de réinviter tout ce qui est fécond aussi dans la cuisine, tout ce qui va aller dans le sens du vivant, tout ce qui est fertile. Donc, voilà, d'habiller nos cuisines de vie, ça, c'est très, très important que la table de la cuisine soit toujours vivante avec des beaux produits du marché, avec des ingrédients qui se rencontrent. Et puis, c'est d'aller aussi réveiller sa créativité. Encore une fois, le bon Dieu nous a créés tous avec des dons particuliers et aussi cette aptitude à créer, à façonner qui est juste merveilleuse. Et c'est d'aller explorer cette créativité en se disant, allez, je prends plaisir à associer des ingrédients, à faire telle découpe, à cuisiner de telle manière, à rajouter telle épice, à soigner la présentation du plat. Et puis, une fois à table, à vraiment être dans l'instant présent, à avoir des sujets de conversation qui vont nourrir ce bel instant de partage. Si on est seul, ça peut être aussi de se faire des belles assiettes, de prendre le temps de se confectionner des belles assiettes et d'écouter une jolie musique pendant le repas, ou de s'émerveiller devant un beau paysage pendant qu'on mange, de bien mâcher, de prendre le temps de mâcher au point où ce qu'on avale est liquide. Ça, c'est très, très important. Il faut savoir que dans la bouche, on a des enzymes, notamment de l'amylase salivaire, qui permet de prédigérer les amidons. Et si on loupe cette étape, en fait, on va nuire à toute la digestion qui suit.
parce que le système digestif ne va pas rattraper ce qui ne s'est pas passé au niveau buccal. Donc voilà, de prendre le temps de bien mâcher, d'avoir des sujets de conversation qui nourrissent. On ne va pas commencer à aborder des sujets fâcheux à table, ça n'a pas de sens. On ne va pas parler de la dernière polémique, de la dernière démission du Premier ministre ou autre. Ce n'est pas les sujets à aborder à table, c'est de mettre de la joie et c'est vraiment de nourrir de nourrir la vie dans tous les instants en fait du quotidien et ça passe par le fait aussi d'être vraiment dans la reconnaissance, le fait de se rendre compte de la chance qu'on a de pouvoir manger ces beaux produits, de pouvoir se nourrir à sa faim et d'inviter le beau à table, de prendre le soin de mettre une jolie nappe, de dresser une belle table avec des belles assiettes, des jolis couverts, une belle carafe d'eau, une jolie serviette qui est joliment pliée. En fait, tout ça, ça peut paraître comme futile et être des petits détails que certains vont qualifier de complètement absurdes, mais en fait, ça fait toute la différence. Et j'ai envie de dire, tous les petits détails au quotidien font toute la différence. Et donc, c'est de mettre son attention, de consacrer son énergie à mettre du beau. Et j'ai envie de dire, le moteur dans tout ça, c'est l'amour. Encore une fois, on en revient toujours à la même chose. C'est l'énergie d'amour qui nous pousse aussi à donner le meilleur de nous-mêmes et à chérir tous ces instants précieux. Et un beau repas, encore une fois, quand on est avec des gens qu'on aime, on a à cœur de faire de ces moments-là des moments magnifiques et de transmettre à travers cet art culinaire beaucoup d'amour et de mettre toutes ces intentions aussi dans nos casseroles, dans nos assiettes, pour que ça nous profite à tous, en fait. Alors, je suis d'accord évidemment à 100% avec ce que vous dites, mais il y a quand même des difficultés et des enjeux derrière cela. Alors, nous sommes dans une époque aussi où on a de moins en moins le temps. Le temps nous manque parce qu'au final, on est, je vais le dire le terme, ce sont mes propos, pas les autres, mais on est esclave sur le marché du travail. C'est malheureusement, je crois, la dure réalité de notre époque. Donc, aussi, selon ce que nous avons évoqué, il y a pour moi 2 enjeux. Celui de trouver des aliments qui ne sont pas trop transformés, voire pas du tout. Des fruits ou des légumes qui respectent une certaine saisonnalité. Parce que de nos jours, on peut acheter des bananes toute l'année, par exemple, ou des fruits exotiques toute l'année. Et puis, je pense qu'évidemment, ce qui est sous-jacent à la saisonnalité, c'est aussi l'aspect local. Parce qu'évidemment, ce qui est de saison est très forcément local, sinon il ne l'est pas. Alors, comment essayer de conjuguer cela? C'est-à-dire trouver les aliments les moins transformés, en plus de saison, et aussi essayer de trouver le temps, et peut-être aussi un dernier point, le budget. Je crois qu'il y a peut-être des mythes, respectivement des réalités par rapport à la possibilité de trouver des aliments de saison et pas trop transformés, et puis en plus qu'ils soient abordables, ce qui fait quand même beaucoup de conditions. Je pense qu'on peut y arriver, mais c'est une évidence que ça demande un certain effort. Oui, absolument. Et c'est vrai qu'à notre époque, ça devient de plus en plus compliqué. Ça, c'est une réalité, parce que le coût de la vie est aussi grandement augmenté et notamment le coût des ingrédients a flambé ces dernières années. Donc, c'est vrai que ça rend la tâche beaucoup plus complexe. Et donc, ça va grandement dépendre aussi du lieu géographique dans lequel on se trouve, parce que c'est sûr que quelqu'un qui vit à la campagne aura sûrement plus de facilité pour s'approvisionner avec des produits de saison, de qualité, locaux, issus de l'agriculture biologique. Et notamment à la campagne, il y a aussi de belles initiatives qui fleurissent comme des jardins potagers partagés. Donc, certaines personnes vont s'associer à plusieurs sur des potagers qu'elles vont venir choyer chacune leur tour et ensuite se partager les récoltes. Donc ça, ce sont des très belles démarches qui peuvent aider beaucoup de personnes à consommer des produits de qualité dont elles connaissent pleinement la provenance et la qualité de production. Après, ça existe aussi dans les grandes villes. Il y a aussi dans certaines grandes villes des potagers partagés qui fleurissent. Donc ça, ce sont des très belles options. Il y a aussi pas mal aussi de petites enseignes de producteurs du champ à l'assiette
où en fait les producteurs déposent leurs produits la veille et donc vous avez des produits très frais. De même, sur les marchés, il y a encore des producteurs qui font des produits très qualitatifs issus de l'agriculture biologique et biodynamique. Donc ça, ce sont des biais d'approvisionnement vraiment de qualité. Et après, comme vous le nommiez, on a des vies à 100 à l'heure. On court souvent partout. Les journées filent à toute allure. On se fait des to-do list qu'on n'arrive même pas à suivre parfois, tellement le temps passe vite. Et puis, il y a toujours aussi des imprévus. Après, le gros piège aujourd'hui, et je pense que chacun à son échelle pourra conscientiser s'il est pris dans ces pièges-là ou pas, c'est le scrolling. Vu qu'on est dans la société du divertissement, beaucoup de gens vont passer un temps parfois excessif sur les écrans. Alors après, il peut y avoir des temps d'écran qui sont tout à fait bénéfiques pour le travail, etc. Mais certaines personnes, malheureusement, vont passer énormément de temps sur les réseaux et c'est du temps qu'elles auraient pu consacrer pour se faire un bon petit repas. Parce qu'encore une fois, cuisiner, le but, c'est pas de faire des repas ultra sophistiqués à chaque repas. C'est vraiment de cuisiner des produits de qualité. Quelqu'un qui a un cuit vapeur, il peut tout à fait se faire des légumes à la vapeur avec des œufs pochés et des bons acides gras et en fait se constituer une assiette très saine mais aussi très simple. Il n'y a pas besoin d'aller dans la complexité pour manger sainement, ça c'est important de le rappeler. Et après, j'ai envie de dire, il y a aussi une notion de priorité. Et je mets vraiment une grosse nuance là-dessus parce qu'encore une fois, on a tous des modes de vie différents. Certaines familles ont énormément d'enfants et donc forcément pour nourrir tous les enfants, c'est un budget important. Et c'est pour ça que ça va être précieux de se rapprocher des petits producteurs qui parfois peuvent approvisionner en grosse quantité les familles pour des prix tout à fait raisonnables. Souvent, j'entends cette hérésie que manger bio, c'est beaucoup plus cher. Mais si vous comparez, par exemple, les légumes issus d'un petit producteur en bio aux mêmes légumes que vous trouvez chez Monoprix en conventionnel, etc., en fait, parfois, dans les grandes surfaces, vous allez payer beaucoup plus cher des choses de bien moindre qualité. Donc, c'est important d'être aussi observateur et de sortir des préjugés que manger bio et sainement est forcément plus cher. Ça, c'est pas toujours le cas. Ce qui va être beaucoup plus onéreux, ça va être les protéines animales, comme par exemple, en effet, la viande de pâturage issue de l'agriculture biologique. Certes, de toute façon, on voit bien aujourd'hui que toutes les protéines animales, ça devient un produit de luxe, quelque part, de manger de la bonne viande, de manger même le prix des œufs a grandement augmenté. Mais en tout cas, il y a toujours la possibilité de trouver des produits d'excellente qualité à un coût tout à fait raisonné. Et pour ce, ça demande en effet de se renseigner, de se déplacer, de faire ces petites recherches en amont. Et il y a aussi des initiatives qui sont très positives, qui sont mises en place dans certaines villes et dans certains magasins bio. Ce sont des paniers de saison. C'est-à-dire que moi, j'ai des amis qui n'ont pas forcément le temps d'aller faire leurs courses, qui courent un peu partout, mais qui chaque semaine commandent un panier qui est confectionné par l'enseigne elle-même ou par le petit producteur, où en fait, ils vont se retrouver avec une belle abondance de produits de saison. Parfois, ils vont même redécouvrir certains légumes qu'ils ne connaissaient pas. Et donc, chaque semaine, ils vont chercher ce panier avec des bons produits de saison qu'ils vont pouvoir cuisiner. Parfois, il y a même des petites propositions de recettes. Donc ça invite aussi à redécouvrir certains légumes anciens oubliés. Et puis, il y a cette... j'ai envie de dire, il y a cette cette charge mentale en moins que de se dire je dois aller faire mes courses et sélectionner mes produits. Là, c'est fait à votre place. Alors, ça convient ou pas à chacun. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui ne me conviendrait pas parce que j'aime trop choisir mes produits pour me voir imposer un panier déjà tout fait. Mais pour certaines personnes, ça leur convient parfaitement. Donc, c'est d'arriver à trouver dans son quotidien par quel biais on va pouvoir s'approvisionner au mieux, quitte à se faire livrer, quitte à s'associer avec d'autres personnes qui vont pouvoir aller chercher les produits pour nous une semaine et puis la semaine d'après, c'est nous qui y allons. Enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment aussi de se rassembler dans toute cette démarche-là, d'être soudés les uns les autres pour pouvoir s'aider dans cette belle dynamique
dynamique de bien se nourrir. Et souvent, vous verrez qu'autour de vous, vous allez avoir des personnes qui sont très sensibles aussi au fait de vouloir prendre soin d'elles et de choisir le meilleur pour leur corps, et qui vont peut-être vous proposer d'aller chercher les œufs à tel endroit pour vous, d'aller chercher l'huile d'olive à tel endroit. Et comme ça permet de se grouper et de faire les choses en commun. Et c'est toujours plus bénéfique de le faire ainsi. Oui, là, il y a aussi la notion de communauté qui est important et qui est aussi un enjeu, je pense, dans tout cela et qui a été détruit depuis très longtemps. Deux choses, il y a un point, c'est l'ovosexage. En Suisse, en tout cas, ça a été récemment instauré et c'est une des raisons de l'augmentation du prix de l'œuf, en tout cas à l'unité. En Suisse, on est entre 50 et 75 centimes de francs, donc l'œuf. Alors, je pense qu'en France, c'est quand même un peu moins cher, mais c'était une petite parenthèse. On en est Un proche. autre... Ah, ok, très bien. Un autre point qui, moi, me semble intéressant et peut-être paradoxal, en tout cas en apparence, c'est que deux choses. Il faut en effet mettre de la vie dans son assiette, et je crois que vous le faites très bien. On mettra évidemment plusieurs photos présente sur votre Instagram où c'est absolument fantastique, hein, au niveau vraiment de la photographie culinaire. Alors évidemment, pas tout le monde est capable de faire ce que vous faites, sans fausse modestie, c'est la réalité parce que c'est voilà, exceptionnel. Mais il y a dans les magasins un calibrage qui se fait au niveau des fruits et des légumes pour qu'ils soient beaux, pour qu'ils ressemblent en fait à bah oui, par exemple, la pomme qui est un petit peu cabossée, la pomme qui ne ressemble pas à la pomme de Blanche-Neige, sera en fait mise de côté et ne sera pas vendue en rayon. Alors que paradoxalement, dans notre assiette, ce qu'on veut, c'est évidemment mettre de la beauté, mettre de la vie, que ce soit esthétique. Or, les produits bio ne sont pas forcément les plus beaux esthétiquement. Il y a de l'imperfection aussi dans les fruits. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela aussi pour pas que les gens se fient trop aussi aux apparences, des fruits, des légumes ou autres qui, au final, ne sont pas forcément aussi les plus sains ou ceux qui ont été le moins transformés? Bah, déjà, je vous remercie grandement pour tous vos très beaux retours sur mon travail. Ça me touche beaucoup. Merci infiniment. Et pour répondre à votre question, pour ma part, je trouve que tout ce qui est très authentique est très beau. C'est-à-dire que pour moi, une carotte biscornue, je vais la trouver belle. Une pomme qui n'est pas pleinement lisse et brillante, je vais la trouver magnifique. Parce que c'est la vérité qui est belle. C'est ce qui est authentique qui est beau. C'est pas tout ce qui est lustré, poli, verni, artificiel. Ça, au contraire, c'est même répulsif. Je trouve qu'il y a une vraie beauté justement dans toute cette fantaisie qu'ont les légumes qui poussent naturellement. Personnellement, moi, je ne cesserai jamais de m'émerveiller quand je vais chez le petit producteur ou quand je vais même récolter les légumes à même un potager. Je ne cesserai jamais de m'émerveiller devant la beauté de ces légumes qui sortent de terre. Et je n'associe pas la définition de la beauté à quelque chose de lisse et illustré. Pas du tout. Pour moi, encore une fois, est beau tout ce qui est vrai, tout ce qui a du sens, tout ce qui est authentique est beau. Et c'est pour ça que, voilà, on peut avoir des définitions différentes de la beauté, mais en tout cas, pour moi, un légume qui est bio et qui est vraiment authentique, il est magnifique. Je veux dire, vous verriez les légumes que j'achète toutes les semaines, c'est pas les légumes tout lisses, tout droits, hein, pas du tout. Au contraire, moi, je vais aller choisir la petite carotte un peu biscornue, je vais aller choisir la petite pomme qui est un peu difforme, mais parce que c'est vrai, c'est comme ça que le produit se présente et il est profondément beau comme ça. Donc, c'est aussi de revoir sa perception des choses et de se reconnecter avec cette authenticité du vivant et de ne pas croire que déjà la perfection, il y a que Dieu qui est parfait. Donc, de vouloir rechercher la perfection dans tous les fruits, les légumes, c'est vraiment une quête qui va mener à beaucoup de souffrance parce que, encore une fois, pour moi, les rayons de supermarché ne me font absolument pas envie.
C'est-à-dire que c'est vraiment pas, je ne trouve pas ça joli. Je trouve ça beau, la petite mamie du coin qui va vendre ses deux, trois aubergines un peu biscornues, sa petite botte de carottes qui part dans tous les sens. Ça, c'est beau. Ça, c'est profondément beau. Et c'est profondément bon aussi, parce qu'à partir du moment où ça a été cultivé dans les bonnes conditions, ça a des saveurs, mais exceptionnelles. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, ça j'avais même eu le cas d'une personne qui était persuadée qu'elle détestait les agrumes. Vraiment, elle avait mangé des oranges plus jeunes, elle disait non, je trouve ça vraiment pas bon. Et un jour, elle a eu l'occasion de se rendre, il me semble que c'était en Italie, en Sicile, où elle avait mangé une orange à même l'arbre. Elle a cueilli cette orange, elle a dit mais en fait c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et beaucoup de gens ont des expériences malheureuses avec certains aliments qui ont été complètement traficotés et qui n'ont plus vraiment de saveur, si bien que la personne va se dire, moi, bon, en fait, j'aime pas trop cet ingrédient, mais c'est parce qu'elles n'ont pas goûté le produit authentique. Et donc, leur jugement est erroné parce qu'elles ont été quelque part trompées avec un produit qui n'était pas du tout fidèle à ce qu'il devait être en temps normal. Donc, voilà ce que je répondrais. J'ai envie de dire... la vérité est belle et tout ce qui est vrai est beau. C'est ainsi que je perçois les choses en tout cas. Très bien. Une dernière petite question, je pense aussi intimement liée. On a brièvement, même plus que brièvement, abordé la question des polluants, des indésirables, avec la question des parasites, des pesticides. Vient aussi se greffer à ce sujet l'eau. L'eau est malheureusement un enjeu extrêmement important, notamment l'eau du robinet, qui est empoisonnée de toutes parts. Qu'est-ce qu'on pourrait dire déjà, peut-être pour poursuivre la question des polluants et des indésirables, mais plus largement aussi de l'eau qui, malgré tout, nous sommes composés, je crois, à 80% d'eau, au minimum en tout cas. Eh bien, ça nous détermine aussi, il me semble, dans notre santé et peut-être dans notre vision holistique que l'on pourrait avoir de notre propre corps. Tout à fait, tout à fait. Et on dit même que l'eau est l'or du 21e siècle, et c'est vrai, parce que en fait, l'eau, sans eau, on ne peut plus vivre, hein, et on est très tributaire des circuits de distribution d'eau aujourd'hui. Et malheureusement, l'eau des circuits conventionnels est extrêmement, j'ai envie de dire, polluée dans le sens où elle contient beaucoup d'indésirables, notamment du fluor qui a été reconnu comme étant une substance qui permet d'abrutir la population. Donc en fait, une eau chargée en fluor, malheureusement, elle va absolument pas profiter à l'être humain. On retrouve aussi beaucoup de chlore. Alors, on va nous dire que le chlore, c'est voilà pour éradiquer les bactéries pathogènes, etc. Sauf qu'en fait, ça n'est pas sans conséquence pour la santé humaine, parce que le chlore va impacter de manière très délétère les fonctions thyroïdiennes, mais aussi la qualité de notre flore intestinale. Et d'ailleurs, il y a certaines villes où vous avez carrément l'impression de boire de l'eau de piscine, hein, on peut le dire clairement. Vous sentez l'eau qui sort du robinet, ça sent vraiment la piscine, quoi. C'est assez sidérant. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, le gros drame, c'est que l'on va retrouver dans l'eau des résidus vaccinaux, des résidus hormonaux, des pesticides. Donc, en fait, l'eau, ça devient une arme de guerre. C'est-à-dire que vraiment, l'eau va aujourd'hui est gorgée d'indésirables qui impactent de manière très délétère la santé humaine. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir conscience de ça et de mettre en place des choses au quotidien pour avoir une eau de boisson qui soit qualitative. Donc, si on a la chance d'avoir accès à une source, ça, c'est vraiment un grand luxe et ça existe, hein. En fonction des régions dans lesquelles on se trouve, on peut aller chercher notre eau à la source avec des bouteilles en verre et faire le plein plusieurs fois par semaine ou une fois par semaine. Après, il y a des systèmes de filtration aussi qui existent. Il y en a énormément. Je ne vais pas évoquer tous les choix qu'il y a parce que là, on est reparti pour 1 heure, je pense, d'émission. Mais voilà, vous avez le Berkey ou d'autres systèmes de filtration qui sont aussi réputés pour éliminer un grand nombre d'indésirables comme les métaux lourds, les résidus hormonaux, le chlore, les nitrites, etc. Parce que ça aussi, c'est une grosse problématique. Mais en effet, cette question de l'eau, elle est cruciale. L'eau que l'on va ingérer, l'eau avec laquelle on va cuisiner et puis l'eau que l'on va mettre sur sa peau.
Parce qu'encore une fois, quand on prend une douche, 50% de ce qu'on met sur sa peau va se retrouver dans la circulation sanguine. Donc, c'est important aussi de veiller à filtrer l'eau de sa douche, à filtrer finalement toute l'eau qui va servir à la consommation à la fois du foyer, en interne ou en externe. Ça, c'est très, très important. Et l'eau, encore une fois, ça va dépendre du lieu où on se trouve, mais souvent, on retrouve ces indésirables qui, parfois, il y a même des gros résidus pesticides quand on se retrouve à côté de lieux de production où il y a énormément de traitements qui sont faits sur les plants, etc. On peut retrouver beaucoup de pesticides dans l'eau. Donc voilà, c'est d'avoir conscience de ça et au quotidien, moi j'aurais tendance à dire de ne pas boire l'eau du robinet en fait, de se diriger vers d'autres options qu'on pourra aborder plus en détail dans un autre épisode, mais de s'abstenir de boire l'eau de la ville en tout cas, ça c'est sûr. Très bien. Mille merci, chère Alice Van Hoy, pour toutes ces explications. Évidemment, tous les liens sont dans la description pour suivre votre travail. À nos auditeurs, et je les remercie encore une fois d'avoir visionné cette entrevue. Je vous dis à très vite pour une prochaine entrevue et puis, bien sûr, comme annoncé à l'instant, pour un prochain épisode. À très vite et que Dieu vous garde. Merci infiniment. À très bientôt. Voilà, chers amis, l'entrevue est terminée. J'espère évidemment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne. Et si c'est déjà fait, je vous invite à aller dans la description pour vous rendre soit sur mon espace Patreon, soit sur mon espace Rejoindre, pour avoir accès à différentes entrevues avec des écrivains, essayistes ou encore éditeurs. Alors dans ces invités, vous avez eu Pierre Hillard, Labé Rioux, Serge Abad Gallardo ou encore Monsieur K. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à soutenir la chaîne et mon travail. Je vous serai très reconnaissant. À très vite pour une prochaine entrevue. Et sinon, je vous dis évidemment, haut les cœurs et que Dieu vous garde.